Chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. « Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Monseigneur Saint Antoine de Padoue et Monseigneur Saint Jacques de Compostelle prennent soin de vous. Je reviendrai demain. » Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheur, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporta à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté ? Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne, environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une porte. On ouvre. Elle mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regardait toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile !» dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. La force lui manque. Il ne peut proférer une parole. Il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens, ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi ? C'est vous ? lui dit Candide. « Vous vivez ? Je vous retrouve en Portugal. On ne vous a donc pas violé ? On ne vous a donc point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré ?»« Si, fait, dit la belle Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués ? Il n'est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant. Et votre frère ? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal ? Et comment avez-vous su que j'y étais ? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison ? Je vous dirai tout cela, répliqua la dame, mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss, après quoi elle parla en ces termes à Candide qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux. Chapitre 8. Histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thunder-ten-Tronckh. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant jusqu'à ce spectacle, j'avais perdu connaissance, se mit à violer. Cela me fit revenir.
Je repris mes sens. Je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai, je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. « Hélas, j'espère bien la voir, dit le naïf Candide. « Vous la verrez, dit Cunégonde, mais continuons. »« Continuez, dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra. Il me vit toute sanglante, et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal, et le tua sur mon corps. Ensuite il me fit panser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer, et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie, on voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder Ten Tronckh. J'ai été détrompée. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance. Il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à Monseigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun, que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du sabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ça n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai été toujours aimée. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placée. On servit aux dames les rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus, à la vérité, saisie d'horreur en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête Biscayan qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un San Benito et sous une mitre une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottai les yeux, je regardai attentivement, je le vis pendre, je tombai en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien fessé, comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir 100 coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur l'inquisiteur, dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare.
du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséraire en faux bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous ai donné derrière un paravent le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table. Et, après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient quand le signor Don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Chapitre 9. Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité en Babylone. « Quoi » dit-il, « chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur, il faut que ce coquin partage aussi avec moi. » En disant cela, il tira un long poignard dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Westphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet, et tire son épée, quoiqu'il eût les mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roide mort sur le carreau, aux pieds de la belle Cunégonde. « Sainte Vierge !» s'écria-t-elle. « Qu'allons-nous devenir? Un homme tué chez moi! Si la justice vient, nous sommes perdus !» Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était 1 heure après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à monsieur l'inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fait fouetter impitoyablement. Il est mon rival. Je suis en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide, et, sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. « En voici bien d'une autre, dit Cunégonde. Il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommuniés. Notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait? Vous êtes né si doux pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat. »« Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit « Il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie avec leurs selles et leurs brides. Que le brave Candide les prépare. Madame a des moyas d'or et des diamants. Montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde, et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. » Aussitôt Candide selle les 3 chevaux. Cunégonde, la vieille, et lui font 30 000 d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient, la sainte Hermandade arrive dans la maison. On enterre Monseigneur dans une belle église et on jette Issachar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avecena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena, et ils parlaient ainsi dans un cabaret.